Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. L'Italie s'est imposée avant-hier soir en Finlande 2-1. But d'Immobilier de la tête sur centre de Chiesa à la 59e. Égalisation de Pukki sur penalty discutable à la 71e. Et but de Jorginho sur penalty tout aussi discutable à la 69e en faveur de l'Italie. Nous en parlons à 4 ce soir avec Roland Superio et Aristide. Salut à vous. Bonsoir. Salut. Alors Roland, dis-moi, l'Italie a remporté tous ses matchs de qualification, parfois péniblement d'ailleurs. Revenons dans un premier temps sur cette dernière rencontre. La prestation des hommes de Mancini t'a-t-elle convaincu? Alors on peut pas dire, je pense qu'on a globalement été convaincu par ce match. Certes, le résultat est là, mais bon, il faut dire que déjà au vu du 11 de départ, j'avais quelques interrogations quand on voyait par exemple Izzo titularisé arrière droit ou même Pellegrini ailier gauche. Bon, ça pouvait laisser un peu songeur. Mais il s'avère que bon, comme je disais, le résultat est là, la manière un peu moins. Bon, c'était sans doute le déplacement le plus compliqué de ces éliminatoires, de ces qualifications. Donc, on s'en sort finalement avec les 3 points, avec le but d'écart pour ramener la victoire. Donc, bon, on va dire que c'est satisfaisant au point de vue comptable, mais sans véritablement qu'on ait pu se lever de son canapé du fait de la performance sportive. Ouais, Super Lio, ça fait un petit moment que je sais que t'attendais qu'on parle de l'Italie, il y a l'Euro qui se profile, on sent que Mancini se cherche encore, d'ailleurs il a du mal à reconduire la même charnière centrale de match d'affilée, alors on sait que la blessure de Chiellini a conditionné beaucoup de choses bien sûr, et là on a eu deux défenseurs centraux différents contre l'Arménie et enfin pour épauler Bonucci bien sûr, contre l'Arménie et contre la Finlande, et sur ce match c'est vrai qu'on essaye de trouver la patte Mancini avec cette possession de balle, etc. qu'il nous promet, ce jeu plus porté vers l'attaque, qui moi ne m'enthousiasme pas. Es-tu également convaincu finalement convaincu comme Mancini semble l'être par ces nouvelles options tactiques et surtout sur ce match, as-tu repéré ces éléments tout au long de la partie? Convaincu, non, mais bon, les résultats lui donnent raison, hein. Si on reprend les choses dans l'ordre, il reprend une sélection qui ne s'est pas qualifiée pour le mondial et il passe après Ventura, donc il ne peut forcément que mieux faire. Le mérite que je lui reconnais, c'est celui d'avoir tenté, ou du moins encore de tâtonner. Il a essayé de donner une identité à son équipe, un 4-3-3 avec la possession. Après, je ne suis pas sûr que ce schéma soit convenable face à des plus grandes nations. La possession de balle, c'est bien, mais on l'a vu contre l'Arménie et à un degré moindre contre la Finlande. À chaque perte de balle au milieu de terrain, les transitions défensives, donc les contre-attaques de votre équipe faisaient très mal. Je pense que un match comme ça contre l'équipe de France, l'Italie peut prendre une volée, un 4-0, comme en finale de l'Euro 2012 contre les Espagnols. Mais comme tu dis, hein, il se cherche, mais il a des idées claires et n'hésite pas à miser sur la jeunesse et à faire jouer des joueurs à leur poste, sauf Izzo, comme vous venez de le signaler, et Gianluca Mancini sur le match contre la Bosnie au mois de juin. Après, comme je vous l'ai dit, le bilan comptable est parfait. Encore une victoire, ce sera la qualification, et on pourra peut-être voir encore des jeunes joueurs évoluer et laisser encore le temps à Mancini de construire une équipe pour réussir sur un mois de compétition. Oui, alors le parallèle avec 2012 était intéressant. Évidemment, on n'a pas les mêmes joueurs, hein, qu'on soit tous Non. d'accord. C'est vrai que l'effectif de 2012 était incomparable avec l'actuel. Mais c'est vrai que Prandelli avait essayé d'insuffler une patte presque hispano-brésilienne. Je ne sais pas comment la qualifier en 2012. La presse s'enthousiasmait d'ailleurs suite au match contre l'Angleterre notamment. Mais eh bien, l'élève n'avait pas dépassé le mètre en finale. On s'était pris une volée 4-0 contre l'Espagne. C'est vrai aussi qu'on a du mal à produire des milieux récupérateurs en Italie. On a du mal à trouver des vrais défensifs pour casser un petit peu les montées, les contre-attaques notamment des attaquants, des milieux de terrain adverses. Aristide, comment as-tu vécu ce match? Et puis ton opinion également sur ces options tactiques est la bienvenue. Et bien sur ce match, j'ai trouvé ce match assez mauvais en fait de la part de l'Italie. Comme le Les précédent d'ailleurs. même pire que le précédent en fait. J'ai trouvé encore plus mauvais que le précédent dans le sens où vraiment les 30 premières minutes, où je dirais même, allez, j'irais plus loin jusqu'à la première mi-temps, fin de la première mi-temps, on a quasiment rien fait. J'avais l'impression de voir au milieu de terrain un peu le Milan, dans le sens où il y avait aucune création de jeu, aucune verticalité. Bon, on en reviendra plus tard, mais certains joueurs vraiment qui osaient rien du tout, à part Sensi qui osait faire des passes en avant et frapper. Le reste était vraiment apathique, donc j'ai vraiment pas apprécié cette première mi-temps. Un peu mieux en seconde. Et pour revenir au débat initial, effectivement, poser le jeu, ça ressemble beaucoup à ce que faisait, comme vous l'avez dit à juste titre,
Prandelli en 2012. Pour les résultats au moins qu'on connaisse, c'est-à-dire qu'on est allé en finale de l'Euro, alors avec une belle volée contre l'Espagne, puisqu'on essayait de copier leur jeu avec une sorte de tiki-taka, si je peux dire, sauf que l'élève n'a pas dépassé le mètre et on s'est pris une belle volée. Mais voilà, il y avait du jeu, c'était plaisant, et je trouve que avec le milieu de terrain qu'on a aujourd'hui, donc entre eux, bon, on va pas tous les citer parce qu'il y a aussi des absents, mais Verratti, Jorginho, Barella, Sensi, etc. On peut se permettre, on a des joueurs de ballon, du coup je pense qu'on peut se permettre en vrai de jouer autre chose que le contre, comme le faisait peut-être Antonio Conte il y a encore, on va dire, 2 à 4 ans. Je me rappelle, je crois que c'était à la Coupe du Monde, que je dise pas de bêtises, non, l'Euro 2016. L'Euro 2016. Où on a fait effectivement, on a éliminé l'Espagne de mémoire 2-0. Après, on a été au tir au but contre l'Allemagne, on a perdu avec un penalty de Zaza, mais je m'égare. Mais là, voilà. Pellé, les deux avaient tiré leur penalty formidablement. Tout à fait. Mais je m'égare dans le sens où, voilà, là, on n'avait pas le choix, on pouvait jouer qu'en contre, on n'avait aucun joueur, c'était. On avait été très bon. On avait été très bon. Excellent sur cette compétition. Bah, on avait été très bon dans le seul registre où on pouvait l'être, c'est-à-dire on attend derrière, on verrouille parce qu'on avait une défense centrale incroyable, deux bons latéraux, il faut l'avouer. Comment ? On tape la Belgique aussi, il faut le rappeler. Hein. On tape la Belgique en 8e ou en phase de poule, je sais même plus, mais oui. C'est en phase de poule. En phase de poule. Je sais plus, j'ai oublié. Mais on pouvait jouer que comme ça, alors avec un milieu de terrain qui était très moyen, on pouvait jouer qu'en contre, vu nos joueurs. Aujourd'hui, on a des joueurs qui jouent un peu mieux au ballon au milieu de terrain, je pense qu'on peut se permettre de voir autre chose. Alors peut-être que c'est pas effectivement dans l'ADN de l'Italie de jouer comme ça, mais je trouve ça intéressant avec les joueurs qu'on a, et justement avec des joueurs qui touchent beaucoup le ballon au milieu de terrain avec plusieurs touches de balle, je sais pas si on sera adapté aujourd'hui pour jouer en contre personnellement. Donc je trouve que là-dessus le coach fait des choix et je pense qu'ils sont assez judicieux pour le moment, en tout cas les résultats parlent pour nous. Ah mais de toute façon c'est sûr qu'avec ces joueurs là on va avoir du mal à défendre, mais Roland justement voulait rebondir, vas-y Roland. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied, c'est vrai que alors on n'a pas des talents immenses dans cette équipe, les rares milieux que l'on a et qui ont un niveau intéressant sont plutôt des petits joueurs de ballon pour faire très simple, donc est-ce qu'on peut jouer autrement qu'en essayant de vouloir la possession ? Moi, je suis pas convaincu. Il nous manque des joueurs un peu à la Parolo, par exemple. Typiquement, on parlait de l'Euro 2016. Parolo, à l'Euro 2016, c'est un des meilleurs joueurs de l'Italie. Oui. Et on n'a pas de profil comme ça à l'heure actuelle. Et donc, Mancini, l'air de rien, il est obligé quand même de faire avec ce qu'il a sous le coude. Et ce sont plutôt des joueurs qui sont plutôt, pour faire des raccourcis très simples, à l'aise avec le ballon, porté vers l'avant, porté sur les passes. C'est ça. Donc malheureusement, ça correspond pas trop au style de l'Italie, mais Mancini se sert de ça, essaye de développer quelque chose, et pour le moment, bon, il faut dire que les adversaires n'ont pas été très coriaces non plus, mais pour le moment, ça paye d'un point de vue comptable dans ces qualifications. De toute façon, tu as raison, personne te contredira, je pense, sur ce point. Je vais donner la parole à Superlio, mais juste, effectivement, l'Italie déjà peut jouer ses enfants, il faut dire les choses, je le dis à chaque émission, donc ça surprendra personne encore une fois, mais le peu qui jouent, effectivement, sont plus des joueurs de ballon. Ça, on en revient à l'éternel problème soulevé tout à l'heure, je sais plus si c'est partout au Superlio, si on rencontre l'équipe de France, une équipe beaucoup plus physique, on risque de se faire contrer et prendre à revers assez facilement, je pense, parce qu'on a certes des joueurs de ballon, mais c'est pas non plus Xavi, Iniesta, en tout cas pas pour l'instant, si vous voulez. Donc j'ai peur, malheureusement, que ça finisse par nous jouer des tours. Superlio, je sais pas ce que t'en penses. Je me suis exprimé là-dessus, oui, je suis d'accord avec toi. Quand on voit le premier but, le seul but encaissé en Arménie, c'est justement sur une perte de balle au milieu de terrain, et le contre en 2-3 passes. C'est Barella, c'est ça ? C'est Barella qui perd le ballon, et après la défense est rapidement prise à revers. Hein. Et c'est souvent arrivé sur certains matchs de Mancini. Votre interrogation, c'est l'animation offensive avec les trois devant, notamment les deux ailiers. On n'a pas des ailiers d'un niveau excellent en équipe nationale. On a des très bons joueurs, Insigne, Bernardeschi, mais après, c'est pas sûr que ça suffise contre des grandes nations, et même sur ce genre de match, il n'y a pas beaucoup de différences qui sont faites. Je vois Chiesa a du talent, il a réussi un excellent Euro Espoir, mais en sélection, il n'a pas encore marqué et assez intermittent. Le dernier match. Non, mais il est tout jeune, on peut lui connaître ça quand même, qui débarque à peine. Là, c'est vrai qu'honnêtement, si je regarde les occasions, Soupalio, il est à l'origine de la première occasion de Sensi, la reprise sortie par le gardien. Ensuite, c'est lui qui lance Immobilier, je crois, la tête d'Immobilier à la 32e. Il fait la passe décisive. Il a été intermittent, certes, mais il a quand même fait 2-3 gestes qui auraient pu être décisifs, dont un qu'il a été. Ouais, je pense qu'il faut lui laisser le temps. Insigne, sur les 2 derniers matchs qu'il avait joué, avait planté 2 buts, dont un, je sais
pas si vous l'avez vu, un très beau but contre la Bosnie sur un corner de Bernardeschi. Insigne commence à trouver ses marques et je pense qu'il peut vraiment apporter beaucoup de choses dans ce système-là qu'il connaît bien. Depuis qu'il a joué pendant de longues années à Naples dans ce système-là. L'interrogation, c'est Bernardeschi qui joue pas beaucoup avec son club et qui n'a pas non plus toujours sorti des gros matchs, même si je trouve qu'il a fait une bonne entrée contre la Finlande. Et enfin, ma dernière interrogation, à part celle du milieu de terrain pour laquelle je suis entièrement d'accord avec vous, ce sont les latéraux. Sur les latéraux, Mancini tâtonne. On a eu Biraghi, on a eu Florenzi, Spinazzola qui a été blessé. Maintenant, on a Emerson qui a bien réussi ses matchs. Et on sent que ça J'ai tâtonne. l'impression qu'on aura Florenzi et Emerson. Je pense que ça risque d'être ça. Conti reviendra vraisemblablement pas au très haut niveau avant longtemps. Donc, je vois pas qui pourrait leur piquer leur place. Et il faut voir peut-être Luca Pellegrini qui a été prêté à Cagliari. Et il restera toujours à résoudre la question du numéro 9. Belotti, Immobile, un éventuel retour de Balotelli, Pinamonti, Moeskin. Il y a des possibilités à voir. Cutrone, Cutrone, c'est pas le moment d'en parler, mais c'est le en Angleterre, pourquoi pas. Mais pour l'instant, sur ce que il j'ai est allé vu, contre son gré, il faut quand même le rappeler, on l'a forcé à y aller. Bon. bien entendu, bon, ça c'est une autre histoire. Si on revient sur l'équipe nationale, celui qui m'a fait très bonne impression pour l'instant, c'est Belotti, avec une capacité à garder le ballon dos au but et à faire des appels tranchants et à donner un combat physique à la défense adverse. Pour l'instant, il m'a fait une bonne impression et je partirai pour l'instant avec lui en titulaire, même si c'est pas non plus quelque chose de transcendant. Bon, alors Aristipe, un petit mot à ajouter ou on passe directement au top? Je pense qu'on peut passer au top. On peut passer au top, bah vas-y, alors tu peux enchaîner. Top 3. Alors, pour le top 3, du coup, en troisième place, je reprends mon petit cahier. Alors, j'ai mis en troisième place Chiesa, qui a été, comme tu l'as dit à juste titre tout à l'heure, intermittent du spectacle. Je l'ai trouvé très moyen, voire assez mauvais à l'image de l'équipe en première mi-temps. Il s'est vraiment rattrapé en seconde mi-temps, notamment avec cette passe décisive et puis une plus grosse activité. Après, bon, comme on l'a déjà dit, c'est vrai que ce match face à la Finlande était pas extraordinaire, était plutôt un match très moyen. Donc, Chiesa qui a fait ne serait-ce que 30-40 bonnes minutes est dans le top 3. En second, j'ai mis Immobile pour son but, mais pas que, c'est aussi parce que je l'ai trouvé plutôt, très intéressant en première mi-temps, dans le sens où c'était le seul qui faisait son job, c'est-à-dire peser sur les défenses adverses. Je l'ai trouvé malheureusement trop esselé, puisque ses compagnons côté ailier dormaient à ce moment-là, donc c'est-à-dire Pellegrini et Chiesa. J'ai plusieurs fois vu Immobile arriver à se retourner et à se débarrasser d'un ou deux défenseurs avant de trouver personne à qui faire la passe, puis revenir en arrière pour faire une passe en retrait. Donc c'était un peu dommage parce qu'on n'a pas exploité vraiment sa bonne première mi-temps. Et enfin en top numéro 1, franchement j'ai pas hésité une seconde parce que j'aime beaucoup aussi ce joueur, c'est Stefano Sensi. Qui a quasiment tout réussi sur ce match, et comme je l'ai dit à la première partie de l'émission, c'est que c'était le seul au milieu de terrain qui a fait quelque chose pour moi du match, qui a joué préféré Krunic, oui, alors après Krunic c'est pas exactement le même prix, MJ, dans le sens où Krunic je crois que c'était quelques millions d'euros, Sensi de mémoire ça se follow, on demandait 30 ou 35 D'ailleurs l'Inter l'a eu à 35. Peut-être que c'était très cher. Très cher parce qu'on était dessus, on avait déposé une offre de 20 et puis après à 30 on s'est dit bah non c'est trop pour lui. C'est vrai que ça fait beaucoup, après il fait un très bon début de saison à l'Inter. Voilà, c'est ça, c'est qu'il fait un très bon début de saison à l'Inter, on a déjà payé 30 millions pour des joueurs pas forcément mieux que ça, voire moins bien, et je passe mes mots. Mais Sensi, très bon joueur, très bon match, donc voilà pour mon top. Très bien, Roland, c'est ton tour. Je vais pas faire de surprise puisque c'est exactement le même que Aristipe. Parce que voilà, de toute façon, j'ai pas trouvé qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont dégagés positivement pendant cette rencontre. Bon, ça a déjà été dit pour Chiesa. C'est toujours le même souci avec lui, beaucoup de déchets, mais c'est le seul joueur qui tente, c'est le seul joueur qui provoque. Et j'aime bien rappeler quand même qu'il a que 21 ans. On n'a pas beaucoup de jeunes qui semblent avoir du talent et qui peuvent pousser comme ça en sélection A. Et donc j'ai plus tendance à lui passer un peu ses erreurs qu'à un autre. Alors voilà, il a beaucoup raté, mais bon, c'est par exemple lui qui fait la passe sur le but d'Immobile. Et donc pour ce soir-là, ça suffit à
On va pareil. juste Donc, rappeler que Djorkaeff a fait toute sa carrière comme ça, en étant intermittent, c'est-à-dire en perdant beaucoup de ballons, en ayant beaucoup de déchets, en provoquant beaucoup, mais en étant toujours là, soit pour faire la passe décisive, soit pour mettre le but décisif. Et ça a permis à l'équipe de France de remporter des titres. Donc, alors après, je pense que Chiesa est techniquement plus fort que Djorkaeff pour ma part, mais s'il se contente de faire les passes décisives et les buts, c'est déjà pas mal dans une équipe qui manque cruellement d'efficacité devant, hein. ah oui, oui, ça je suis bien d'accord. Donc en deuxième place, donc Immobile, évidemment, ça a déjà été dit par Aristide. Et puis donc en première place, bah, Sensi. Le seul, enfin si j'avais pu faire un top 3 si on veut, c'est le seul que j'aurais mis en étant vraiment sérieux. C'est le seul pour moi qui a vraiment été bon sur ce match. Et encore, on pourrait parler de sa deuxième mi-temps, qui est un peu plus délicate. Mais voilà, toujours disponible entre les lignes, toujours intelligent dans ses choix, efficace. D'ailleurs, je crois qu'il a failli à un moment marquer sur une frappe lointaine qui a été sortie par le gardien finlandais au tout dernier moment. Malheureusement, je crois que c'est lui qui fait la faute sur le penalty pour C'est la ça. Finlande. Ouais, mais Oui. y a-t-il faute? Je suis pas sûr qu'il y ait faute, moi. Moi, je vois pas faute non plus. Moi, contact au niveau du pied, mais de là à ce qui est penalty, bon, je sais pas. Mais enfin bref, pour revenir à Sensi, moi je le trouvais assez intéressant l'an passé quand il était à Sassuolo, et quand il faisait ses premières sélections. J'avais du mal à comprendre comment on pouvait mettre 35 millions sur un joueur comme lui, ce qu'a fait l'Inter à coup de prêt à obligation d'achat avec bonus, ainsi de suite. Mais il faut dire que depuis le début de la saison, bah, il est dans l'Inter de Conte, il est titulaire et il marche sur l'eau. Il a Je encore crois pas montré qu'on ait un là. seul joueur au Milan qui ait aussi bien démarré la saison que Sensi, hein. Ah non, non, certainement pas. Donc bon, après, faut voir si ça va tenir sur la durée. C'est comme toujours, mais en ce moment, c'est vrai que Sensi est dans une belle période et il l'a montré donc l'autre soir contre la Finlande. Bon, très bien, bah, on va passer au top de Monsieur Soupalio qui a toute une liste de joueurs là qui peuvent pousser chez les A, c'est ça Soupalio? Oui, je pense qu'il y a quand même, bon, même si le championnat d'Europe Espoir disputé en Italie, c'est terminé assez malencontreusement par une élimination au premier tour. Après avoir encore tapé l'Espagne et la Belgique quand même, et de quelle manière? Parce que ce qui s'est passé, on rappelle quand même, c'est que l'Italie a marqué pas mal de points, mais a fait un petit accident contre la Pologne, c'est ça? La C'est-à-dire Pologne, en oui. manquant de sérieux, si je ne m'abuse. Bon, il y a aussi, on ne peut pas oublier que l'entraîneur Di Biagio n'est pas réputé pour réussir ses championnats d'Europe Espoir, hein. Je suis Ouais. pas sûr qu'il ait fait les bons choix à certains moments, notamment sur ce deuxième match-là où il a fait jouer des joueurs comme Adjapong qui étaient en manque de temps de jeu, qui n'ont pas été forcément transcendants. Pour revenir au match de dimanche, sur mon top 3, alors j'ai hésité pour la troisième position parce que je trouve qu'il n'a pas fait un bon match sauf dans les dernières minutes. J'ai mis Barella, qui est à l'origine du penalty obtenu et qui en fin de match a réussi à retrouver son niveau SAR de l'an passé. On rappelle J'attends qu'il est juste, remplaçant à l'Inter cette année oui, quand même, Soupalio, hein. Il joue pas beaucoup. mais j'espère que Conte va le faire jouer, va le faire progresser, notamment en faisant jouer avec Sensi. Ça peut déjà donner des idées à Mancini, mais ce joueur a du talent au niveau de la récupération. Je pense Ouais, ouais, ça se voit. qu'avec Conte, un entraîneur exigeant, il ne pourra que progresser. En deuxième position, j'ai mis Sensi. Ce que j'ai aimé de sa part, c'est son jeu toujours tourné vers l'avant, ses transitions, l'énergie qu'il met. Et contrairement à Verratti, il ne garde pas trop la balle et n'hésite pas à tenter sa chance. Il met une belle reprise de volée qui est bien arrêtée par le gardien adverse et je pense qu'il a marqué des points. En premier, bon, j'ai fait quelque chose de classique. J'ai mis Bonucci parce que j'ai bien aimé la manière dont il s'est imposé en défense avec l'idée Acerbi qui était dans une de ses premières sélections. Je ne sais pas combien Acerbi a de sélections, mais je pense qu'il doit en avoir 4 ou 5, pas plus. J'ai trouvé qu'il a été un bon leader de défense. Concernant les jeunes, je pense qu'il y a un potentiel énorme, hein. Si on regarde bien au mondial des moins de 20 ans, l'Italie a fini quatrième ce dernier mondial et troisième en 2017. Les U17 ont fait finale. Il n'y a que les U19 qui ont raté, les U21. Mais Les je pense, U17 ont fait 2 finales consécutives, on le rappelle quand même, cette année et l'année dernière, hein. oui, et cette année, si on regarde bien en Serie A, il y a des joueurs qui jouent, hein. Pinamonti au Genoa, Zaniolo joue souvent à l'AS Rome, Tonali va jouer toute la saison à Brescia, Pellegrini va jouer à Cagliari, Castrovilli a commencé à la Fiorentina, Ranieri commence à jouer à la Fiorentina, Sotig, dans le même club, commence à montrer de belles choses. Et je pense que Sotig peut être suivez bien ce joueur, je pense qu'il peut être
une des révélations de l'année en Serie A. Donc je suis plutôt optimiste. On va passer au flop avec Aristip. Bien justement, puisqu'on parlait de Barella, j'ai plusieurs joueurs en troisième position pour ce flop. J'ai tout d'abord nos deux super latéraux qui étaient du coup Izzo et Florenzi, puisque Emerson est sorti à la 4e ou 5e minute de mémoire. Que j'ai trouvé, les deux, hein, je les ai trouvés complètement dépassés, donc offensivement absents et surtout défensivement très lents et vraiment mauvais face à Pukki notamment. Donc je trouve qu'ils ont vraiment pas fait un bon match. On parlait tout à l'heure justement que Mancini tâtonnait sur les latéraux cette année. Je pense qu'honnêtement il va tâtonner jusqu'à l'Euro, dans le sens où on voit bien qu'en Italie aujourd'hui, pour trouver des latéraux bons, titulaires, sur lesquels on peut compter, c'est quand même très compliqué. C'est vrai que c'est un poste depuis quelques années qui nous fait défaut. Vous allez voir qu'on va regretter Abaté, hein, moi je vous le dis. Ah ouais. Abaté, c'est Ah quand bah ça bon, fait tu des parlais de années en vitesse, Italie. tu mais parlais oui. de lenteur. Ah bah à un moment donné, ça on pouvait pas lui reprocher, il pouvait rattraper ses vis-à-vis lui. Ah, ça c'est sûr, à l'époque, Abaté, oui, il était très bon pour ça. Sur la vitesse et l'impact physique était excellent. Mais il était déjà, de mémoire, il était déjà quand même pas mal blessé il y a encore quelques années quand Oui, il oui, était ah bah oui, ça au fait sommet longtemps de qu'on l'a pas vu. de sa carrière, malheureusement. Non, c'était une petite boutade, hein, mais c'est vrai que tu parlais de vitesse, donc c'est difficile de pas faire le parallèle. C'est sûr. Du coup, voilà les deux latéraux. Et en troisième position, du coup, Super Leo l'a mis dans les tops. Moi, je l'ai mis dans les flops parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, sur qui je compte beaucoup pour 7 euros et qui me déçoit un peu au niveau de son début de saison. C'est Nicolo Barella, vous l'aurez deviné. Qui effectivement, pour moi, 20-30 dernières minutes, effectivement, il s'est bien repris, mais ça ne suffit pas vu la hauteur de son talent. Donc je l'ai mis dans Mais mes ne flops. manque-t-il pas de rythme? C'est ça le problème, c'est-à-dire que quand Si. il joue pas, est-ce qu'il manque pas du rythme de la compétition, tout simplement? Alors la question c'est, est-ce qu'il joue pas parce qu'il manque de rythme, ou est-ce qu'il me joue pas parce que il a été mauvais et du coup que Conte l'a aussi retiré de son 11. Quand on fait Au le départ, parallèle il avec était Sensi, titulaire. c'est quand même flagrant. Au départ, il était titulaire à l'Inter. J'ai pas suivi l'Inter pour être franc, hein, donc je ne sais pas s'il a démarré la saison titulaire. Je suis pas sûr. Non, du tout. Non, il a pas démarré titulaire effectivement. Mais Sensi, les premiers matchs de préparation, il rentrait souvent au cours de match. Hein. Sauf que Sensi s'est imposé tout de suite au milieu de terrain, fait un très bon début de saison. Et à contrario, Barella a vraiment beaucoup de mal. Il rentre en fin de match et c'est rentré, pour suivre les matchs de l'Inter depuis le début de la saison, enfin les deux matchs du coup, fait des rentrées très moyennes. Donc j'attends beaucoup de ce joueur. Alors, on parlait tout à l'heure de l'association Sensi-Barella. Ce serait super bien pour l'Italie. Malheureusement, pour nous, en Serie A, ce serait une catastrophe que les deux s'entendent bien sur le terrain et que ça marche pour les deux. Mais bon, On avait qu'à recruter ceux qui ont- correctement, hein, après exactement, tout, ceux qui ont recruté correctement, ceux Bah qui ont oui. recruté italien, bah tant mieux pour eux, du coup. Tant mieux pour eux. Seconde place, c'est Pellegrini en flop, que j'ai trouvé vraiment. Alors, pour ça, je pense qu'il joue pas à son poste, clairement, c'est plus pour moi un milieu de terrain à la Roma, non? Parce que là, il était ailier gauche de mémoire. Donc je l'ai trouvé, ça sent qu'il a du ballon, ça c'est sûr. Par contre, j'ai trouvé très brouillon, beaucoup trop brouillon, Pellegrini. Et enfin, en flop premier, un joueur qui pour moi a vraiment du mal à confirmer et est une déception d'année en année, de match en match, c'est Jorginho. Jorginho, Ah oui. alors au Napoli, je le trouvais vraiment bon il y a 2-3 ans. Depuis qu'il est parti à Chelsea, je suis un peu la première ligue, je le trouve vraiment moyen, et en Italie, je le trouve vraiment en deçà de ses coéquipiers à chaque match. Je trouve qu'il perd des ballons dangereux. Je trouve il est trop lent dans ses touches de balle. Il joue pas assez en avant. Donc vraiment, Jorginho, c'est le flop numéro 1 pour moi. Ouais, oui, j'aurais tendance à penser la même chose, mais ça fait un petit moment qu'il est en sélection déjà, Ah oui, et j'ai pas souvenir d'avoir vu un très bon match de sa part. Peut-être c'est que ça m'a exactement échappé. ça. C'est pour ça que je trouve ça décevant d'année en année où on en attend beaucoup et finalement j'ai pas non plus le souvenir comme toi Gilles d'un grand match de Jorginho. On en attend beaucoup et je trouve qu'il il franchit aucun cap. Donc ça commence à venir un problème Jorginho. Allez, c'est au tour de Roland. Bah, une fois n'est pas coutume, je vais être relativement d'accord avec Aristide sur les flops. J'aurais pu quand même parler de Izzo et Pellegrini, mais je vais pas tenir rigueur sur ces joueurs qui ont pas été alignés à leur poste. Après, moi, sur mon petit cahier où je prends mes notes pendant le match, j'ai un gros point d'interrogation en dessous du nom de Barella. J'ai l'impression qu'on ne l'a pas vu du match. Alors, à part à la fin, oui, il y a eu une dizaine de minutes où il s'est réveillé, mais on l'a pas vu du match. Et effectivement, à l'Inter, pour l'instant, ça se passe pas aussi bien que son coéquipier Sensi.
Donc il faudra le revoir, mais en tout cas, c'est pas sur un match comme ça qu'on va dire que on en a trop fait avec Barella, mais voilà, ça reste un joueur intéressant. Aussi, je vais citer le cas de Jorginho aussi, où je vous rejoins complètement sur le fait qu'on a encore rarement vu un Jorginho à son niveau du Napoli avec la sélection. Et puis toujours, ouais, bah, de nouveau, plus globalement, les latéraux avec Florenzi qui est encore. Enfin, j'ai l'impression que Florenzi, c'est un peu comme à la Roma, et j'ai l'impression que c'est pas le poste qui le met en valeur. Alors là, en l'occurrence, il a joué dans le couloir gauche, mais même, même le latéral droit, j'ai l'impression que c'est pas un poste adapté pour lui. Je pense que c'est plutôt un milieu à la limite, ouais, un milieu excentré qui doit jouer un peu haut, mais défensivement, c'est pas ça. Alors après, dans l'envie, la détermination, il n'y a aucun doute, mais je trouve que voilà, les latéraux demeurent le problème principal de cette équipe. Et d'autant plus que bah, notre meilleur latéral, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est Emerson. Donc bon, voilà, on a eu la malchance de le voir se blesser d'entrée de jeu, ce qui a compliqué un peu le reste. Mais bon, voilà, globalement, pas de nom qui ressort dans les flops, mais plutôt plusieurs inconnus et plusieurs joueurs qui ont été transparents tout au long du match. Oui, on sait que Mancini espère bien évidemment se qualifier rapidement pour pouvoir ensuite profiter des derniers matchs pour faire des tests, des changements, faire des ajustements, etc. C'est vrai qu'il va falloir se chercher hein, au niveau des latéraux, au niveau du milieu. Il y a énormément de points d'interrogation dans cette équipe sous Palio. Ton flop d'abord, bien évidemment. Alors, en troisième position, j'ai mis Pellegrini. Je trouvais qu'il avait fait une bonne entrée en Arménie, ponctuée par un bon but. Là, j'ai trouvé qu'il avait du mal à trouver sa place sur le terrain. C'est un peu, il a une polyvalence, c'est bien, mais il faut peut-être le fixer à un poste, hein, plutôt que de le faire jouer un petit peu sur tous les postes du milieu de terrain, voire même ailier droit sur certains matchs. Faire attention à ça. Mes deux premiers flops, ce sont les latéraux, Izzo et Florenzi. Alors, Izzo, c'est un défenseur central. Mancini le fait jouer latéral droit. Il avait déjà fait ça avec le jeune Mancini contre la Bosnie. Alors, titulariser des joueurs qui jouent dans une défense à 3 pour les faire jouer en arrière latéral, je trouve pas ça très pertinent pour ces joueurs-là, surtout qui sont très habitués à la défense à 3. Izzo au Torino avec Mazzarri et son compère qui joue à ce poste, qui joue souvent à ce poste à l'Atalanta Bergame, j'ai pas trouvé ça très pertinent. Je voudrais Pour juste placer l'anecdote, c'est ce qu'avait fait, pardon, excuse-moi de te couper, mais c'est ce qu'avait fait Ancelotti avec Costa Curta en finale de Ligue des Champions contre la Juve. Il l'a mis à droite. Oui, mais Costa Curta a tout un CV, les qualités que ces joueurs Oui, n'ont non, pas. mais je compare pas. C'est juste pour faire un petit point d'histoire. D'habitude, c'est toi qui l'ai fait. Et c'est vrai que ça me revient parce que finalement, cette histoire de défenseur central qu'on met à droite, moi non plus, je suis pas spécialement favorable à cela, bien évidemment. Mais on a des grands exemples dans l'histoire comme ça qui ont pu au Milan nous enthousiasmer par le passé et ça a pu marcher ponctuellement. Hein. Bien évidemment, faut pas en faire une généralité. Je voulais juste rajouter un mot sur Jorginho. Moi, je l'ai vu faire qu'un seul bon match, c'était contre la Pologne en Pologne, où toute l'équipe avait montré un meilleur visage. Et à partir de ce match-là, l'Italie enchaînait des victoires. Et l'association Jorginho-Verratti est un des souhaits principaux de Mancini. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager, une fois qualifié, qu'il puisse tenter un milieu sans Jorginho, qui est sa plaque tournante, le joueur qu'il a le plus utilisé? Est-ce qu'on pourrait imaginer un milieu Verratti, Sensi, Barella, pourquoi pas, ou Tonali qui a du temps de jeu? Ça reste à voir. Moi, ce qui me pose problème dans ce milieu de terrain, c'est le manque d'impact physique. Je vois pas un milieu de terrain italien avec un profil de récupérateur, avec un physique imposant, s'il faut citer un joueur comme un Dino Baggio dans les années 90, même un Gattuso, pourquoi pas, mais il y avait peut-être Ambrosini, un peu Gagliardini, mais il s'est un peu perdu, à moins que Conte le régénère, pourquoi pas. Il faudra voir. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'interrogations sur toutes ces questions-là. Bah, on va pouvoir passer maintenant au mot de la fin. On va faire un mot de la fin peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Vous pouvez bien évidemment donner des arguments supplémentaires ou éventuellement vous projeter hein, sur ce que vous attendez de l'Italie hein, dans quelques mois, éventuellement si on se qualifie pour l'Euro, quels sont les points qui vous semblent les plus saillants, les plus marquants, sur lesquels vous aimeriez revenir, ou alors parler complètement autre chose comme d'habitude, hein, les stades, tout ce que vous voulez, tout ce qui se passe en Italie, s'en passe tellement des choses sur les terrains et dans les gradins. On commence avec Aristip. Du coup, MJ, pour le mot de la fin, je risque un peu de répéter ce que je dis à la fin de certains mots de la fin des émissions pour Casa Milan, donc sur le Milan, dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes Italiens qui sont très intéressants
comme vous l'avez dit, hein, vous l'avez rappelé, les finales de U17, etc., mon parcours de U19, donc il y a vraiment beaucoup de jeunes Italiens, même si pour reprendre les termes de Super Leo, ça manque un peu de physique, notamment au milieu de terrain. Mais je trouve que techniquement c'est vraiment pas mal à voir ce que Mancini pourra faire de cette équipe, mais moi je regarde juste le résultat pour l'instant, donc en vieille tradition italienne je vais juste regarder le résultat et puis je vois 6 matchs sur 6 remportés, 18 buts 18 buts mis pour 3 encaissés, donc une différence de 15, donc pour l'instant c'est plutôt positif. Alors après, je vais reprendre un peu vos termes. Effectivement, le groupe est assez simple, comme tous les groupes pour la qualification de l'Euro. Il n'y a pas de souci. On n'a pas rencontré de grosses équipes. On ne sait pas non plus ce que donne notre jeu basé sur la possession de balles et sur des joueurs un peu rase-moquette contre des équipes un peu physiques et techniques comme la France ou la Belgique encore. Mais c'est vrai que moi, je suis... alors, je dirais pas positif dans le sens où c'est vrai que le traumatisme qu'on a vécu il y a encore un an est pour moi toujours présent, que ce soit pour les supporters italiens, que pour l'entraîneur ou encore surtout pour les joueurs. On sent qu'il y a une certaine nervosité, puisque j'ai regardé plusieurs matchs de l'Italie et pas seulement ceux où on a fait l'émission. On sent quand même une certaine nervosité quand l'adversaire ouvre le score ou quand on bute sur une défense. On sent que les joueurs commencent à un peu paniquer, à forcer un peu les passes, à forcer un peu le jeu. Donc on voit que l'équipe n'est pas du tout sereine dès lors que la situation n'est pas 100% maîtrisée, et c'est pour ça que je parle de reconstruction et de traumatisme qui est encore présent par rapport à l'absence à la Coupe du Monde 2018. Cependant, il y a des joueurs que j'aime beaucoup, sur lesquels je fonde beaucoup d'espoir, notamment en espérant qu'ils se reprennent un peu, parce que bon, après c'est que le début de saison, mais Nicolo Barella, Chiesa, que je trouve vraiment excellent depuis quand même quelques temps à la Fiorentina. Donc voilà, on a une jeune génération qui est pétrie de talent. C'était pas le cas il y a 2 ans. On se rappelle de l'attaque qui était quand même Eder et Pelé, un gars qui a été remplaçant à l'Inter, qui est en nationale titulaire l'Euro 2016 avec un autre qui était en Chine de mémoire. On avait un milieu de terrain vieillissant avec des Rossi, etc. Donc là, on revient un peu de loin. Il n'y a pas eu de transition générationnelle et je trouve que même si l'équipe est très très jeune, je la trouve néanmoins assez talentueuse. Ouais, il y a du talent, mais on en reviendra toujours. Alors, au manque d'impact physique au milieu de terrain, ça je suis totalement d'accord, on n'a pas ces profils-là, hein. Mais bon, je répète, hein, peut-être que si on faisait jouer plus de joueurs aussi, on aurait plus de facilité pour en trouver. C'est mathématique, hein, les probabilités forcément seraient différentes. Mais il y a aussi l'absence d'expérience des gros matchs. C'est-à-dire là encore, c'est du rebattu, archi rebattu. C'est-à-dire qu'on Ah joue oui, complètement. très peu de matchs de Ligue des Champions quand on est jeune en Italie. C'est très très rare. Regardez les mecs dans cette équipe, à part Bonucci, Verratti, faut regarder ceux qui ont réellement joué la Ligue des Champions régulièrement, donc qui ont l'habitude des grands rendez-vous, de gérer la pression, etc., comme il faut le faire lors d'un championnat d'Europe ou d'une Coupe du Monde. On en a très peu. On citait des joueurs très talentueux comme Tonali, comme d'autres, comme Barella, etc., mais ce sont des mecs qui viennent de Brescia, de Cagliari, et qui finalement n'ont que très peu joué au haut niveau. Hein, donc on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Il faudra beaucoup de temps pour reconstruire une équipe forte, une équipe compétitive. Je suis pas très optimiste, je dois le dire. Je suis assez agréablement surpris par ces 6 victoires sur 6. En même temps, il faut voir contre quel adversaire. Et honnêtement, je voudrais pas aujourd'hui qu'on rencontre l'équipe de France, à la fois parce que j'ai peur de la déculotter, mais surtout, et vous le savez très bien, parce que au niveau des supporters, ça se passerait pas forcément très bien. Voilà, ça risque de chambrer pendant des années. Roland, c'est l'heure de ton mot de la fin. Bah, tu m'as fait une très belle place puisque je vais vous parler d'un article que j'ai vu passer sur le Corriere della Sera après la première journée de Serie A de cette saison. Le Corriere s'est intéressé au nombre de joueurs italiens présents sur les pelouses en Serie A pour la première journée. Ah, ça m'intéresse. Alors, il y a eu, lors de la première journée de Serie A, 60,2% des joueurs sur le terrain étaient des joueurs étrangers. Quelle surprise. C'est le taux le plus haut atteint apparemment depuis que le Corriere s'intéresse un peu à cet aspect-là. En tout, si je reprends ce que j'avais noté, 279 joueurs qui ont joué donc cette première journée de Serie A, 111 Italiens sur ces 279. Et parmi les 111 Italiens qui ont joué cette première journée de Serie A, donc c'est-à-dire les titulaires et les remplaçants, il y en a que 88 qui étaient titulaires.
Et dans ces 111 Italiens qui ont joué la première journée de Serie A, il y en a seulement 6 qui ont moins de 21 ans. Sachant que parmi ces moins de 21 ans, il y a Donnarumma, qui joue depuis octobre 2015 avec les pros, et Zaniolo qui a déjà une saison et demie avec les pros. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que l'équipe qui a aligné le plus d'Italiens, que ce soit titulaire ou remplaçant sur la première journée de Serie A, bah, c'est l'Inter. Ah oui, c'est marrant ça, ouais. 7 joueurs italiens utilisés lors de la première journée, c'est-à-dire donc les 11 remplaçants plus les 11 titulaires et les 3 remplaçants. Ah, c'est incroyable. Ça m'étonne pas quand on voit et l'équipe qui a utilisé le moins d'Italiens, bah, c'est l'Atalanta. Ah, c'est pas Milan ? Non, c'est l'Atalanta, avec 12 joueurs italiens sur 14 joueurs utilisés à la première journée. Après, il faudrait voir uniquement les titulaires. Parce que côté Milan, on en a que 3. Donc bon. Bien sûr. Mais ça fait toujours un de plus que l'Atalanta en l'occurrence. D'accord. C'est quelques données que j'ai vues passer comme ça, vraiment par le plus grand des hasards. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on évoque assez régulièrement lors des émissions de Casa Milan lorsqu'on parle du Milan. Mais voilà, là c'était l'occasion, je pense, d'en parler alors qu'on évoque le cas de la nationale. Donc certes, il y a des jeunes de talent, ça, je pense qu'il y en a, effectivement. On a parlé de Chiesa, on a parlé de Barella, Sensi et compagnie. Mais on n'a pas de... Combien on en a eu des joueurs qu'on a annoncés comme ça, des jeunes talents qu'on a annoncés? Combien ont confirmé au plus haut niveau? Parmi toutes les sélections de jeunes qui ont réussi, combien il y en a qui vont réussir à franchir le palier parmi tous les joueurs qui ont fréquenté ces sélections-là? Donnarumma, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Mais à l'heure actuelle, on voit que, par exemple, quand Chiellini n'est pas là, qui c'est qu'on met avec Bonucci? C'est Acerbi, qu'on sort plus ou moins, voilà, qui doit avoir 31-32 ans par là. Romagnoli, qui a 25 ans, mais qui a déjà, entre guillemets, 25 ans, et qui a encore jamais joué à très haut niveau en Ligue des Champions, comme tu disais juste avant MJ. Maintenant, il joue pas dans la bonne équipe. Voilà. Ah non, c'est sûr. Mais par exemple, on parlait du poste de 9. Le poste de 9 en équipe d'Italie, il y a Belotti qui a joué ses premiers matchs européens cette saison, cet été, en jouant les tours qualificatifs d'Europa League avec le Torino. Il y a Immobile qui n'a pas de grande référence non plus en Europe. Enfin voilà, on en revient toujours au même débat, aux mêmes questions. Et il semble que on se dirige tout droit en termes de Serie A, en ce qui concerne la Serie A en tout cas, vers un championnat qui n'aura finalement plus grand-chose d'Italien. Je suis pas du genre particulièrement pessimiste à ce propos-là, mais c'est vrai que moi j'ai commencé à suivre le Milan et outre les attaches peut-être familiales, parce que je m'identifiais à ces gens, aux joueurs, et moi une équipe comme le Milan de l'époque Ancelotti que j'ai connue avec une majorité d'Italiens, ça me parle plus parce que ça évoque le terroir, ça évoque les traditions, ça évoque ce qui fait les différences entre les championnats. Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression que la Serie A devient une première ligue comme la première ligue, voilà, exactement au rabais d'il y a quelques années, où tout le monde se plaignait, ah ouais, l'Angleterre, pas de sélection, alors que c'est pourtant le pays du football. Bah ouais, mais c'est ça quand on pense qu'à recruter des étrangers, quand on oublie la formation. Surtout qu'ils sont pas très bons, ceux qu'on recrute. C'est ça le problème, c'est qu'en Angleterre, encore, ils en ont des bons, mais nous, pas beaucoup. Oui, et c'est là où je voulais en venir, c'est que quand je vois certains joueurs qui sont recrutés en Italie, mais je me demande ce qu'ont fait les Italiens pour pas avoir certains postes. Quand je vais parler par exemple du cas de Kevin Bonifazi, qui est défenseur central au Torino. Il va commencer, il doit approcher de ses 24 ans, 25 ans par là. Et à l'heure actuelle, il a fait une saison titulaire en Serie A à la Spal, alors que c'était un des talents les plus prometteurs en Italie sur le poste de défenseur central. Et à côté de ça, il y a des joueurs qui sont recrutés ou qui circulent de club en club et qui sont étrangers, et je ne vois pas quel est leur niveau, qu'est-ce qu'ils apportent en plus par rapport au niveau d'un joueur comme Bonifazi. Rien qu'au Torino, par exemple, on peut parler d'un Brésilien au Torino, je veux dire. Au Torino, on peut parler d'un Brésilien qui s'appelle Bremer, qui a été recruté l'an passé.
même de Gigi, qui était recruté au FC Nantes. Qu'est-ce que ces joueurs apportent par rapport à des jeunes Italiens prometteurs? Bah, je ne sais pas trop. Voilà, c'est toujours les mêmes débats, donc je vais pas faire non plus trop long là-dessus. Mais voilà, je voulais vous parler de cet Colliere qui était à mon sens assez intéressant par rapport aussi au championnat que par rapport à la sélection italienne. Ouais, bah je te remercie pour ça. Je vais pas avoir grand chose à ajouter, tu t'en doutes bien. Puis surtout, c'est toujours intéressant de citer des stats. On le sait, hein, bien évidemment, qu'il y a peu d'Italiens en Italie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On le dit depuis suffisamment longtemps. Maintenant, c'est important d'avoir des données chiffrées qui confirment ce qu'on dit, hein, que ce n'est pas qu'une impression, c'est aussi factuel. Donc je te remercie pour ça. Bon, c'était un peu haché, il doit y avoir un petit bug de connexion, mais c'est pas grave. On a bien compris ce que tu voulais dire. Et c'est donc à Superlio de nous donner son mot de la fin. Et moi, ce sera un mot de la fin un peu nostalgique. Hier, Roberto Donadoni a fêté ses 56 ans. Je voulais juste parler de ce joueur, de cet entraîneur, puisqu'il a eu ces deux facettes. Un excellent ailier droit dans les années 80-90. Hein. Les plus vieux se souviendront notamment de sa finale contre le Barça en 94, notamment son débordement qui amène un but de Massaro et toutes ces belles saisons dans le Milan des années 90 et même en sélection. Hein. Donc il a été l'un des cadres, notamment à la Coupe du Monde 90. Bon, hélas, il Et rate 94? et 94. En 90, il rate un penalty contre l'Argentine à Naples. Et en 94, il est aussi énorme. Hein. Il est aussi, par exemple, présent sur le but de Dino Baggio en quart contre l'Espagne. Contre l'Espagne, ouais. Et toujours présent également en finale où il amène beaucoup sur son côté droit. L'un des derniers grands ailiers italiens de haut niveau, hein, parce qu'on a eu Conti dans les années 80, Ah, Donadoni tu parles de Bruno Conti pour les... parce que les plus jeunes comprendront pas. Conti dans les années 80, notamment le sacre de 82, après Donadoni dans les années 90. On a eu plus de problèmes avec ce poste d'ailier, même si Camoranesi s'est très bien comporté dans les années 2000. Et en tant qu'entraîneur, Donadoni, je trouvais qu'il avait déjà été injustement viré du poste de sélectionneur, alors qu'il avait fait un quart de finale de l'Euro 2008 contre, contre l'Espagne, qui a justement ouvert le cycle triomphal des Espagnols à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Et en tant qu'entraîneur, je l'ai toujours trouvé très fair-play, très calme, faisant bien jouer ses équipes. Et à un moment donné, je pense qu'il aurait pu être une bonne solution pour le Milan. Actuellement, il entraîne en Chine et j'espère qu'il reviendra dans un grand club et qu'il aura justement la chance de prouver son talent en tant que coach, parce qu'honnêtement, ses équipes jouaient bien et son équipe d'Italie en 2007-2008 était pas mal à avoir joué, même si l'Euro 2008 était un peu poussif. Bien, bah écoutez, je vais vous remercier, c'était sympa de reparler d'Italie, ça fait plaisir. Donc on se retrouvera bien évidemment pour l'Euro 2020, si Euro 2020 italien il y a, bien évidemment. Mais quoi qu'il arrive, on répondra peut-être présent tout au long de l'année. On fera sans doute une émission spéciale, si tirage au sort avec l'Italie il y a. On fera des prédictions sur les 23, comme toujours, hein. On essaiera d'anticiper sur ce que fera Mancini. Et puis on va revenir dans quelques jours pour le Milan sans doute. On a prévu de faire surtout les gros matchs, mais enfin s'il y a des matchs intéressants, c'est pas vraiment le cas depuis le début de saison, on va pas se mentir, hein, parce qu'on les regarde, hein, on s'inflige ça. C'est là que j'admire toujours mes camarades, je pense à Aristippe notamment, mais d'autres aussi, qui regardent d'autres matchs que le Milan en plus du Milan. Moi j'ai toujours dit que le Milan me lessivait, m'éreintait, et que donc quand je m'étais tapé 90 minutes de ce club, eh ben, j'avais du mal à regarder autre chose ensuite, parce que tout mon capital football était déjà entamé, mais enfin déjà épuisé en tout cas, mais enfin on va se forcer, et puis on espère que notre club, comme notre sélection, vont relever la tête. Ça n'en prend pas le chemin, mais on va quand même essayer d'y croire parce qu'on est supporter. Voilà, on vous remercie, on vous souhaite une excellente semaine, on vous dit à très bientôt. Salut! Salut! Alors, Ciao.